L'intelligence artificielle, je crois qu'elle nous fascine et elle nous inquiète à la fois. Elle n'inquiète pas que nous, hein. Elle inquiète le patron d'Anthropic en ce moment. Et puis régulièrement, les géants de la tech, n'est-ce pas, voilà, s'inquiètent ou veulent conserver leur avance en gelant le progrès technologique. On ne sait pas. Il y a la rupture cognitive et d'apprentissage dont on parle beaucoup, notamment dans les RH ou chez les jeunes, dans l'éducation, les risques pour notre souveraineté, hein, puisque c'est quand même beaucoup aux États-Unis et demain en Chine. Il y a les craintes d'une prise de pouvoir, hein, par l'intelligence artificielle et la machine. Il y a le sujet de l'impact sur nos émissions. Enfin bref, j'en passe. Et on est un peu dépassé par ce sujet qui évolue à la vitesse du son et on navigue toujours entre des craintes parfois un peu projectives et infondées et aussi une naïveté, parce que finalement, face à tant de complexité, on ne sait pas très bien comment se positionner. En fait, on a besoin de clarifier le sujet pour le comprendre, puis pour savoir aussi comment ne pas le subir, vous voyez, l'utiliser avec discernement. Alors le problème de Guillaume, c'est est-ce que tu pourrais positionner le sujet en 8 minutes? Voilà. De toute façon, je te rassure, en 8 heures, tu n'auras pas fini. Il y aura à peu près autant de questions. Voilà. Donc je le remercie quand même. C'est un journaliste spécialisé sur ces sujets-là au Point. Il a eu un prix du livre d'économie pour un livre, il s'appelle Pionnier, donc peut-être tu en diras un mot, mais tu n'auras peut-être pas beaucoup de temps, tu le diras peut-être dans ta masterclass. Voilà. Il a fait un voyage aux frontières des nouvelles technologies dans le monde entier. Il a rencontré tous les grands acteurs de la tech et les tycoons et l'intelligence artificielle, tous ces gens-là dont on entend parler. Guillaume, bienvenue. Merci Arnaud, c'est super. Là. Trop cool. Il va démarrer à 8. Ok. Okay. Bon, déjà, je remercie, j'ai pas l'habitude de le faire, en tout cas avec autant de monde, ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a poussé à écrire ce livre, qui fait que je suis avec vous, que je découvre Charlène, je vous réécoute, tout cela, c'est super intéressant. Et en fait, c'était un double pari, effectivement, d'écrire un livre à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que je fais ce métier un peu bizarre de toquer aux portes d'absolument toutes les personnes qui me passent par la tête. Alors, la porte s'ouvre pas toujours, mais je suis journaliste, j'ai la chance de pouvoir poser plein de questions sur des domaines assez fous. Ça peut être les neurosciences, ça peut être l'appréhension de la physique quantique. Mais il y a quand même quelque chose d'assez fou avec l'intelligence artificielle, c'est que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on a absolument envie de se reproduire nous-mêmes. On le voit depuis le 30 novembre 2022 avec ChatGPT. On ne sait plus trop si on parle avec une sœur, un voisin, une cousine. Et on est en train de faire la même chose avec notre corps, avec les robots humanoïdes. Et pourquoi je remerciais ma mère très rapidement, c'est qu'à l'ère de l'accélération technologique, écrire un livre, c'est un peu fou, parce qu'on se dit que ça va être périmé tout de suite. Et aussi, le deuxième pari, c'est de prendre votre temps à vous, votre cerveau, alors que vous êtes sollicité en permanence. On l'a vu avec la civilisation du poisson rouge. Mais bon, je l'ai quand même fait, et je pense que c'est assez rigolo, parce que ça m'a montré qu'on ne pense pas tous la même chose, et surtout que derrière l'IA, en fait, il y a des choix humains, alors qui sont très différents. Alors l'IA, en dehors de nous offrir cette possibilité de nous reproduire, ça peut aussi apporter des choses intéressantes. J'essaye de tenir le timing. Des choses intéressantes, notamment dans l'appréhension de la physique quantique. Eleni Diamanti, que vous voyez à l'écran, c'est une chercheuse absolument géniale, qui est grecque, qui travaille sur les communications quantiques, mais elle fait partie des chercheuses géniales sur cette discipline. Surtout, c'est quelqu'un qui travaille avec Alain Aspect. Alain Aspect, c'est un prix Nobel de physique qui utilise aussi l'IA pour faire des progrès en physique. Mais surtout, Alain Aspect, il a cette phrase que je trouve absolument géniale. Il dit que sans les chercheuses et les chercheurs européens qui se retrouvaient au congrès de Solvay, vous savez, la photo 1927, 1929. Pardon, je suis désolé, je suis un tout petit peu ému, mais ça va redescendre. On va y aller avec le flow, comme tu m'as dit, Charlène. En fait, ce que je veux vous dire très rapidement, Arnaud, je vais peut-être m'émanciper tout simplement de la présentation. Tu as eu raison de dire tout à l'heure, le patron d'Anthropic, il est inquiet. Il y a tous ces gens dont on parle de plus en plus. Sam Altman, Elon Musk, pas Elon Musk, mais Mark Zuckerberg, etc. On en parle beaucoup, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ils ont plus de pouvoir sur nos vies que Jean-Luc Mélenchon,
que Bruno Retailleau, alors qu'on ne les a pas élus. Ce n'est pas normal. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est toutes les gens qu'on ne connaît pas et qui sont 80% de mon livre et qui méritent d'être entendus, d'être écoutés. Et donc, dans le petit panorama, mais on le verra plus tard, là, je voulais montrer un peu ce qu'apporte l'IA et tous les dangers qui sont derrière l'IA. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est surtout un choix humain qui nous appartient encore. Vous verrez tout à l'heure dans l'atelier, si vous avez le temps de venir, je m'intéresse énormément aux conférences Indaba. Est-ce que vous avez déjà entendu parler est-ce que vous connaissez ces conférences? Indaba, ça veut dire rassemblement en zoulou. Et c'est l'idée des conférences, elle est née de 2 chercheurs de DeepMind qui, alors qui fréquentaient les conférences NeurIPS. NeurIPS, c'est un peu le Davos de l'intelligence artificielle, où tous les chercheuses et leurs chercheurs vont montrer là où ils en sont dans leur modèle, les progrès qu'ils font. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de chercheuses et de chercheurs africains. Et donc, aidés d'un polytechnicien franco-tunisien qui s'appelle Karim Beguir, que je vous invite un jour à rencontrer, ils ont créé ces conférences qui ont lieu à chaque fois dans une capitale africaine différente. Alors, j'ai eu la chance d'aller à Tunis, à Kigali, à Dakar. Dans quelques semaines, ça aura lieu à Lagos. Et là, vous avez toute cette communauté scientifique, avec des mathématiciens aussi, qui, souvent issus du continent, mais aussi de la diaspora, vont travailler à une intelligence artificielle complètement différente et que je trouve absolument rafraîchissante. Je pense qu'elles inventent une IA qui va rester à notre service, qui est très intéressante. Pourquoi? Je fais très court, hein. C'est une petite parenthèse, mais ça donne tout le sens de la démarche et de ce que j'ai découvert dans le livre. Parce que l'Afrique, vous savez, on dit souvent que c'est une terre gigantesque. Vous savez, si on regarde véritablement, Philippe a bien compris ce que je voulais dire, c'est la taille de plusieurs continents, etc. Mais on dit souvent que c'est une terre de drones, mais c'est surtout une terre de langues. Est-ce que vous avez une idée du nombre de langues qui sont parlées en Afrique? C'est 2000 langues, 7000 dialectes. Et vous avez plusieurs entrepreneurs qui ne sont pas assez connus, mais comme Pelonomi Moiloa, à qui je consacre tout un chapitre, qui a décidé de créer l'équivalent de ChatGPT qui s'appelle l'ELAPA AI, mais qui va permettre, par exemple, à une personne qui souffre de certains symptômes, de décrire ces symptômes de manière vocale en Yoruba. Et en face, il y a un médecin ou aidé par une IA qui va comprendre ce qu'elle veut dire et qui va lui donner des conseils aussi de manière vocale. Et ça, déjà, je trouve ça super intéressant. Et là aussi, cette préoccupation énergétique, parce que vous savez que c'est en Afrique qu'a été inventé le paiement mobile parce que le continent était très peu bancarisé. Là, on a accès à très peu de ressources énergétiques. Donc, on va essayer de créer des modèles plus frugaux, plus vertueux, comme tu expliquais tout à l'heure, Charlène. Et on va essayer aussi de résoudre des problèmes très concrets. On va essayer d'aider des agriculteurs, des pêcheurs, prédire des catastrophes climatiques. Et certaines solutions qui ont été inventées lors de ces conférences, comme AfriClimate AI, sont utilisées aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Enfin, et ça, je trouve ça super intéressant, et en même temps, je montre un petit peu ce que peut faire l'IA au quotidien pour nous aider. Et après, on va s'arrêter sur Demis Hassabis. Tout ça, c'est fait de manière ouverte. Il y a une séance que j'adore lors de ces conférences qui s'appelle la Papers Room. Alors, on se retrouve dans une salle qui est moins grande que celle-ci, à peu près la moitié de la taille de cette pièce. Mais chaque personne, imaginez que vous êtes une chercheuse, un chercheur, et vous allez montrer devant un paperboard ce sur quoi vous bossez. Alors, vous avez une immunologue kenyane qui va, par exemple, montrer les progrès qu'elle a fait dans la lutte contre la malaria. Il y a un chercheur éthiopien qui va montrer tous ses derniers travaux pour prévenir, détecter des maladies chez des plantes. Et tout ça, c'est fait de manière très concrète. Donc, c'est fait de manière concrète, ouverte. Surtout, on publie. C'est l'anti-projet Neuralink d'Elon Musk. Vous savez, Elon Musk, Neuralink, ça pose énormément de questions parce qu'il joue sur cette ambiguïté de dire, au départ, c'était à des fins thérapeutiques pour aider des gens qui ont Parkinson ou Alzheimer, mais en fait, on voit bien que c'est pour nous augmenter. Et surtout, il publie très peu de papiers de recherche. Et là, tout est publié. Et je trouve ça assez génial. Et ce n'est pas juste du wishful thinking, c'est-à-dire que toutes ces recherches, par exemple, elles s'appuient sur le AIMS. C'est un institut africain de mathématiques qui est basé à Abidjan, à Nairobi et à Johannesburg, et qui est de classe mondiale. Cédric Villani, par exemple, il est allé donner des cours à AIMS. Et je trouve que, en fait, cette IA, elle doit nous inspirer parce qu'elle reste à notre service. Voilà. Je vais faire vite et voilà. Je vais faire très vite. Demis Hassabis, c'est une personnalité géniale. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, je vais faire très vite. Il est prix Nobel de chimie 2024. Moi, je l'avais rencontré en Corée, à Séoul, en 2016, parce qu'il a mis au point AlphaGo avec DeepMind.
J'ai un super copain qui s'appelle David. En 2015, il m'avait dit l'IA, elle a réussi aux échecs parce que c'est des probabilités. Le jeu de Go, c'est trop poétique, trop dans l'intuition, trop humain, elle n'y arrivera jamais. Et patatras, avec AlphaGo, elle a réussi. Mais surtout, là où il est très intéressant, c'est qu'il y a à peu près 2 mois, il a poussé un coup de gueule. Il a dit OK, c'est super, ces milliards qu'on dépense dans cette guerre entre la Chine et les États-Unis en puissance de calcul, en data center, en consommation énergétique. Mais on en a marre de cette guerre des chatbots. Il faut savoir pourquoi on est là. Et lui, il s'emploie il veut qu'on utilise l'IA pour s'attaquer notamment au cancer, aux vrais problèmes de l'humanité. Et pourquoi il a eu le prix Nobel de chimie? Il a co-créé AlphaFold. C'est un modèle de modélisation du repliement des protéines qui est utilisé par des chimistes, des agriculteurs et des médecins dans le monde entier. C'est super intéressant. Alors, je vous avais fait tout un truc aussi sur les dangers, mais ça, vous les connaissez. Voilà, les droits d'auteur, on s'en fiche complètement. Super chercheuse, je pense que vous la connaissez. Vous la connaissez, non? Chercheuse ukrainienne, Sacha Lucioni, qui a étudié en France, qui bosse au Canada sur l'impact énergétique de l'intelligence artificielle. Enfin, je pense que ça peut faire une super invitée, je me permets. Voilà. Okay. Et puis lui, vous le connaissez, Tristan Harris. Il y a une personnalité dont vous allez beaucoup entendre parler, qui s'appelle Guillaume Chalot, dont je parle aussi à la fin du livre. Guillaume Chalot, c'est un Français qui a participé à la création de l'algorithme de YouTube. Et en fait, lorsqu'il était chez YouTube, il alertait sur le fait qu'il y avait beaucoup de platistes qui revenaient, etc. Qu'au lieu d'avoir, il disait, mais je ne comprends pas quand il y a des adolescentes qui nous demandent une information sur les meilleurs régimes, pourquoi, au lieu de leur donner une réponse rapide et utile, on va leur montrer des photos spectaculaires de filles anorexiques, etc. Et puis en fait, avec sa chef, il s'est rendu compte que sa chef avait juste envie qu'il reste des heures et des heures sur YouTube et qu'on s'en fichait, quoi. Et cet enfermement qu'on a connu avec les réseaux sociaux, je pense que ça va être puissance 10, puissance 1000 avec les chatbots si on ne fait pas attention, parce qu'il vaut mieux toujours s'engueuler avec un copain, un compagnon, une compagne, plutôt que d'écouter un chatbot qui va vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Voilà. C'était un petit overview. Le vrai sel de l'atelier, le vrai motif d'espérance, vous l'avez un peu compris, il se passe en Afrique. Il se passe aussi au niveau des scientifiques européens. C'est un peu ce que je voulais vous dire avec la phrase d'Alain Aspect. On a en Europe, on a les meilleurs scientifiques. Et la meilleure leçon, elle m'est venue d'un chercheur indien qui a co-créé Perplexity, Aravind Srinivas. Et Aravind Srinivas, à l'occasion de son premier passage à Paris, Perplexity, je pense que vous connaissez, il connaissait mieux, Aravind, Descartes, Lavoisier, Poincaré, Fermat, il les connaissait mieux que moi. Il me disait, vous avez les... Et je lui disais, mais aujourd'hui, il me disait, vous avez Yann Lequin, c'est-à-dire que on a ces scientifiques, il faut leur faire confiance, il faut leur demander de faire de la recherche ouverte, comme Pepper's Room, pas comme Elon Musk avec Neuralink, et on peut reprendre tout ça en main, et surtout, c'est un choix humain. C'est ça le petit message que voilà, je voulais partager avec vous. Merci d'avoir pris du temps, c'est super cool. Et là, maintenant, je me sens bien. Alors, c'était une matinée rupture, et c'est vrai qu'on avait beaucoup anglais sur les inquiétudes, mais l'IA, c'est formidable aussi. Merci de l'avoir posé. Tout à l'heure, là, à partir de 11h30, il y aura un atelier, et là, tu pourras prendre les questions en fonction de la fascination, de l'envie, de la curiosité ou des inquiétudes. Moi, ça me rappelle cette phrase de Montaigne à propos de l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ouais. Peut-être que... Non, tu vois, en une phrase, en fait, je me dis que ça permet des choses formidables. Ouais, tu vois, personne n'a envie de revenir en arrière. Non, mais ça a résolu un problème, une conjecture mathématique qui datait de 1946, le mois dernier. C'est absolument génial. Mais ce que je pense qu'il faut éviter, c'est d'être un peu comme les petits lapins face à des phares de voiture dans l'obscurité, c'est-à-dire ébloui, on ne fait plus rien, alors que ça doit être à notre service et pas être considéré comme une religion en soi, ce qui est le cas chez pas mal de tycoons dont on parle beaucoup. De toute façon, on n'a pas envie de revenir en arrière et personne dans les entreprises et les gouvernements n'a envie de réguler, de revenir en arrière, donc il faut faire avec. Merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure. Alors,